Salut à tous, bienvenue. Si vous voulez en savoir plus sur un Oleh Hadash fraîchement arrivé et qui pourtant ne chôme pas, eh bien restez avec nous. Il s'appelle Michael Bensoussan, depuis 2 ans en Israël, père de 3 enfants. Il va nous raconter son parcours assez impressionnant, on va dire ça comme ça. Comment ça va, Michael ? Bonjour Cathy, ça va super et vous ? Ouais, très bien. Alors 2 ans en Israël, pourtant c'était pas gagné parce que tu n'étais pas religieux, tu n'avais pas spécialement envie de venir vivre en Israël. Tu vivais dans le 16e, dans un très bel appartement de 160 mètres carrés. La vie était douce. Il y avait franchement, tu n'avais pas de raison de venir. Non, j'avais pas de raison de venir, mais je pense que quand on est français, à la base, on n'a pas vraiment de raison de venir. Pourquoi ? Parce que la France est un très beau pays. Et il y a un moment donné, on disait, il n'y a pas heureux comme un juif en France. Oui, on a toujours dit ça. Voilà, on a toujours dit ça. Donc, de fait, d'autant plus quand on vit à Paris, dans les beaux quartiers, il n'y a aucune raison de venir. Et pourtant, au fond de nous... Ta famille non plus n'était pas... Ma famille non plus. Très bien installée en France. Pourquoi venir ? On n'a que des coups à prendre en Israël. Mais au fond de nous brûle cette âme juive qui nous attire vers là-bas. J'ai eu la chance aussi d'épouser une femme en adéquation avec Israël. Et pareil, vous avez dit que tu n'étais pas religieux. C'est vrai qu'on a aussi tendance à dire le religieux, il doit monter en Israël. Non, pas il doit, mais en tout cas, c'est plus simple pour lui. Voilà, c'est une raison supplémentaire de venir Sauf ici. que parfois, on voit le contraire. On voit même des gens religieux pratiquants en France qui arrivent ici et qui lâchent tout. Donc, on voit que c'est pas forcément non plus un critère. Je pense que le critère numéro 1, c'est le sionisme. Il n'y a pas comme le sionisme. On monte en Israël. Quand même sioniste. Je suis devenu. Non, pas du tout. Depuis 2 jours, quand j'ai rencontré ma femme, elle m'a dit je veux un garçon religieux et qui va aller vivre en Israël. Je lui ai dit je ne serai ni l'un ni l'autre et je suis devenu les deux. Pour moi, les deux sont liés. Pour moi, vraiment, sionisme et Torah sont liés. C'est un débat. Tout le monde n'est pas d'accord avec ça. En tout cas, moi, je suis devenu pratiquant en Israël et je trouve que ce judaïsme fait tout son sens en Israël. Et quand je rentre en France, maintenant, je suis un peu gêné par rapport à ça. Donc, j'avais que des coups à prendre, mais je ne voyais plus. Quand j'ai regardé mon fils, je me suis projeté à dans 15 ans et j'ai dit, je ne veux pas faire grandir mon fils. À l'époque, j'en avais qu'un. Alors, c'est ça. En France. C'est ça qui est intéressant parce que tu étais bien installé, tu étais heureux, tu n'avais pas du tout envie de venir en Israël. Tu ne souffrais pas ni d'antisémitisme. Personnellement, ça ne t'a pas touché. Bien sûr, tu voyais la situation un peu se dégrader, évidemment, mais dans ta vie personnelle, il n'y avait pas vraiment de tension spéciale. En fait, j'ai toujours été fan de politique. Okay. On m'appelait le Sarko-boy chez mes copains. Et parce que j'ai beaucoup... Fan de politique française. Fan de politique française, bien sûr. Dans le pays où je suis, je me sens... j'écoutais beaucoup Éric Zemmour. Je suis un patriote de là où je suis et là où je me trouve. Okay. Et en fait, donc je croyais en la France et j'ai beaucoup soutenu Nicolas Sarkozy, puis Copé. Et j'ai été énormément déçu des soutenu, ça veut dire quoi ? Tu allais au soutenu, j'allais aux réunions politiques, j'avais ma carte du parti, je donnais de l'argent, voilà. Seulement quand j'allais aux réunions politiques, j'ai senti beaucoup d'antisémitisme également dans il est nécrochule, machin, il regardait comme j'ai senti un climat des vannes. Des vannes entre militants qui savaient même pas forcément que j'étais là, hein, mais je sentais ça et donc je me suis pas senti à ma place. Je me suis pas senti. Tu voulais prendre des responsabilités au sein du parti ? Dans mon fond intérieur, je me suis dit oui, pourquoi pas, mais déjà chez moi on me disait on fait pas de politique, on fait du commerce et reste à ta place. Et j'ai senti que j'ai trouvé ça bloqué. Donc j'ai balayé d'un revers de main mes engagements, mes ambitions politiques en France. Et surtout, je m'y suis pas trouvé à ma place et j'ai été tellement déçu des mandats politiques qui ont été exercés en France que là, c'est comme un monde qui s'est écroulé. Je me suis dit, mais en fait, on n'est pas défendu. Il y a des discours qui sont tenus aux réunions politiques et quand on est au pouvoir, on les fait pas. Et ça m'a dégoûté. Après, le mandat politique a changé en 2012 et alors là, j'ai compris que clairement, on n'allait pas être soutenu, on n'allait pas être défendu. Je voyais dans les médias, sur BFM et tout, à quel moment on parlait d'Israël, comment tous les mensonges comme ça qui étaient dits sur Israël et ça me touchait. J'avais mal au ventre, quoi. Je dis mais comment je suis ici et je peux défendre Israël alors que je n'y suis pas. Alors c'est ça qui est rigolo parce que tu dis que tu n'étais pas sioniste dans le sens où tu n'avais pas envie de venir vivre ici.
aussi, mais tu étais quand même j'étais juif. affectivement mais très j'étais proche juif. d'Israël. Mais on est juif, on peut pas renier le fait qu'on est juif. On peut ne pas être pratiquant du tout, et pourtant on veut épouser quelqu'un de juif, et on sent au fond de nous quelque chose qu'on ne comprend pas, qui fait qu'on est attaché. Ici et je ne venais pas du tout, et depuis le jour où j'ai rencontré ma femme il y a 10 ans, elle m'a amené au fur et à mesure. La seule fois où j'avais été en Israël, l'une des seules fois, c'était au Club Med à Eilat. Ouais. Donc c'est vous dire le niveau de sionisme qu'on avait. Mais ma femme m'a amené de plus en plus. Ça a été 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et au fur et à mesure où on vient, on sent quelque chose, on découvre, en fait, c'est notre corps qui se reconnecte avec notre âme, et on sait qu'on est à la maison. Alors, ok, tout ça, c'est des beaux discours, mais quand même, comment ça vient, cette décision? Parce que quand a priori, tes affaires étaient à Paris, tu faisais de l'immobilier, tu étais d'une famille de commerçants, tu faisais aussi du e-commerce, tu avais des responsabilités, et comment on décide un beau jour de tout laisser, de tout arrêter pour venir construire sa vie ici? Bon, tu avais 30 ans, tu étais assez jeune quand même, mais qu'est-ce qu'il faut comme déclic? C'est des rencontres, c'est quoi? Alors déjà, c'est une accumulation de choses. C'est une accumulation de choses, bien évidemment. C'est déjà l'actualité. Il faut suivre beaucoup l'actualité. Nous, depuis 2000 ans, on a beaucoup bougé dans notre vie, le peuple juif. Donc, il faut avoir en mémoire notre histoire, d'où on vient. Okay. Et à chaque fois, jamais un juif n'a voulu bouger. On ne voulait pas bouger d'Algérie. On ne voulait pas bouger de Pologne. On ne voulait pas bouger d'Espagne. Jamais, on s'est toujours fait chasser. Et on dit que l'histoire, malheureusement, est un éternel recommencement. Donc ça, je l'avais en tête, mais je me disais comme tout le monde, oh, ça va, on est bien en France, et puis il y aura toujours ta. Voilà, d'accord. Mais j'ai vu les actualités, j'ai vu ce qui s'est passé, et Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? L'hyper-cachère. Non, Toulouse, évidemment que ça m'a marqué, mais c'était loin, c'était en 2007. Ouais. J'étais jeune encore, mais l'hyper-cachère, je l'ai pris de plein fouet. Je veux pas dire que ça a été un élément déclencheur, parce qu'il ne faut pas venir en Israël par peur de l'antisémitisme. Tu n'es pas venu par peur, d'ailleurs. Non, mais je le dis à tout à chacun. Il ne faut pas venir en Israël par peur, il faut venir par amour et par conviction. C'est comme un mariage, il faut le faire d'amour et pas d'intérêt. C'est exactement pareil avec Israël. Mais l'hyper-cachère, j'ai été le dimanche dans le grand rassemblement, nous sommes Charlie. Et moi, j'étais avec des amis, et on criait « Nous sommes Charlie, nous sommes juifs ». Et les gens autour de moi disaient « Non, nous ne sommes pas juifs ». Je disais « Mais comment ça, nous ne sommes pas juifs ? Cette réunion a été montée suite à Charlie Hebdo. Elle n'a pas été montée suite à l'hyper-cachère. » Tu as entendu ça dans les manifs. Et là, j'ai pris un coup, mais grave dans ma tête, grave. Et plusieurs fois, j'ai entendu ça. Et là, j'ai été dégoûté. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis parti à la grande synagogue, à la grande synagogue de nationale. De la Victoire. De la Victoire, où il y avait le Rav Chaim Korsia. J'ai réussi à me faufiler comme ça, et j'ai réussi à monter. Je me suis retrouvé très très proche de Chaim Korsia, tout là-haut, comme ça, en me faufilant. J'ai pris des photos. Et là, il y avait Bibi qui était là. Et j'ai regardé. Une intervention très décriée. Voilà, très décriée, mais voilà, à monter en Israël. Moi, j'étais devant le grand rabbin de France, et je voyais devant moi Bibi, et je voyais Hollande et Sarko. Et je regardais comme ça, Bibi, Hollande et Sarko, Bibi, Hollande et Sarko. Et là, je me suis dit, mais qui te défend ? Qui c'est qui te défend, toi, Michael Bensoussan ? Qui c'est celui qui va protéger et prendre ton destin en main ? Et là, je me suis dit, c'est Bibi. Oui, mais c'est compliqué, l'argent, la parnassa, Oui, mais il faut pas penser que à l'instant présent. Il faut arriver à se projeter. Il faut arriver à grandir. Et quand je suis rentré, j'avais ma femme en larmes, et qui me disait, il faut qu'on parte. Je me suis dit, mais Tava, c'est pas non plus la guerre civile, ok, c'est une catastrophe. Mais oui, mais regarde les médias, regarde comment personne ne se sent juif. On est senti bouleversé. Et 5 mois plus tard, chaque jour, donc je me réveillais le matin, et je me suis mis à écouter le Rav Ron Shaya, et je commençais à reconnecter avec mon identité juive, et là ça m'a monté, et un matin on était en Israël, on allait partir, et j'ai dit à ma femme, ça y est, on part, je m'en fous, je suis un fou, il faut, parfois dans la vie il faut se lancer, c'est trip quoi, parce qu'on n'a qu'une vie, et s'il faut regretter de pas être parti, de j'aurais dû, j'aurais pu, j'aurais su, oui, parce que c'est assez rigolo dans ton histoire, tu as aussi rencontré des gens qui sont arrivés à la retraite, et qui te parlaient très naturellement en disant, mais qu'est-ce que j'ai été bête de pas venir plus tôt. J'en ai marre de mieux des remords que des regrets.
dirais. Ça me touche de voir autant de gens qui disent, une fois qu'on connaît Israël, une fois qu'on connaît notre identité juive, une fois qu'on connaît la Torah, on veut rester collé à ça, et le bien matériel, alors, voilà, le matériel, ça passe au-dessus. Tout ça, c'est très bien. Mais pour transformer ces vœux pieux, on va dire, en action, il faut quand même organiser tout ça. Alors, comment tu as fait? Parce qu'en plus, ta famille t'a pris carrément pour un fou. Inutile de préciser que la famille Bensoussan n'était pas du tout d'accord avec ce choix, même très, très opposé. C'est pas facile de s'opposer aussi à sa famille quand on est proche. Et je pense que la seule barrière qu'on a, c'est celle qu'on a dans sa tête. À un moment donné, on est tous libres et indépendants. On vit aujourd'hui dans des démocraties. Et donc, de fait, ceux qui s'alertent, ils ont peur pour vous. C'est pas qu'ils disent non pour dire non, c'est qu'ils ont peur pour vous. C'est toujours plus facile de dire à quelqu'un, oui, vas-y, de toute façon, je m'en fous de toi. Quand on dit non, c'est qu'on a peur, c'est on sait pas ce qui va se passer. Et on a peur du vide. Et moi, j'avais très peur, évidemment. Mais déjà, j'avais ma femme qui était une fervente d'Israël et qui parlait l'hébreu. On la salue, salue, madame. Et qui était ma femme Johanna. Et donc, elle était une fervente de ça. Ses frères étaient déjà implantés. J'avais ma famille, mon ami Yohan Guetta. Donc, je savais que je partais pas totalement non plus à l'improviste en Israël. Mais tu t'es projeté pour dire qu'est-ce que je vais faire? Je me suis projeté pour me dire, mes enfants, c'est leur pays. Voilà, c'est la seule chose qui m'a tenu à cœur. Il faut quand même gagner sa vie. Bien sûr qu'il faut gagner sa vie, donc c'est pour ça que j'ai mis 1 an à partir. J'ai mis de l'argent de côté. J'ai mis de l'argent de côté. J'ai mis mon appartement en location. Je voulais partir à la base à Beersheva. Je voulais pas partir à Tel Aviv parce que je voulais vivre à mon rythme de vie, à mon niveau de vie. Un appartement à Tel Aviv, ça coûte 8 000 shekels, 10 000 shekels, 12 000 shekels. Quand on a des enfants, et à Beersheva, ça coûte le tiers du prix. Même à Ramat Gan, déjà, ça coûte beaucoup moins cher. Donc il faut faire attention là où on part. Il faut pas, c'est un business plan. Il faut faire très attention. Donc j'ai dit à mon père, papa, je pars à Beersheva. Il a rigolé, il m'a mis une claque dans ma gueule. Il m'a dit, mon fils, je t'aiderai et tu iras à Tel Aviv. C'est là où il y a le business qui se passe et c'est là où tu vas grandir. Et il a eu raison parce qu'il s'est passé des choses extraordinaires à Tel Aviv et j'adore cette ville. Elle est melting pot. Voilà, il y a tout. Mais voilà, je suis parti en faisant mon business plan sur 2 ans, en me disant comment pendant donc 2 ans. Tu es parti tu as décidé sur un coup de cœur, mais tu as quand même organisé ton départ évidemment pendant 1 an. Tu as mis de l'argent de côté, tu as préparé. J'ai visité des appartements, j'ai fait des années, voyages d'études, voilà. Mais même au niveau du business, c'était pas encore fermé. C'était pas acté. Je savais que ma femme allait être avocate là-bas et qu'elle allait ici donc qu'elle allait passer toutes ses équivalences. C'était mon cheval gagnant, ma femme. Voilà, je dis bon, moi elle parlait déjà bien l'hébreu. Elle s'était remise pendant cette année de se remettre bien à l'hébreu. En fait, le plan, c'était moi, je me mets en retrait, je m'occupe de la famille. Voilà. Et toi, tu passes tes équivalences. Voilà, j'avais carrément budgété plus d'1 an sans revenu. Je me suis dit, voilà, plus d'1 an sans revenu, tu vas dépenser tant. Je sais que la nourriture, ça coûte tant, que les voyages, acheter une voiture, un appartement, de côté, les cautions, tout, les assurances santé. J'avais fait ça très réfléchi. J'avais fait ça sur un fichier Excel et vraiment, chacun doit faire ça. Et pour pas avoir de surprise, et il y a déjà des gens qui sont spécialisés là-dedans pour vous aider à gérer votre budget. Donc aujourd'hui, on a la chance, grâce à Facebook et à plein d'associations, d'arriver à gérer cet argent. Et donc, voilà. Ça s'est passé comme ça, voilà, je suis arrivé, il n'y avait pas de revenus, mais on était préparé à ça. T'étais préparé. Bon alors, pas de Beersheva, plutôt Tel Aviv. Ça se passe plutôt bien. Le matin, tu fais l'Ulpan, c'est ça? T'étais à Gordon, comme tous les Tel Aviv. Exactement, j'ai fait l'Ulpan chez Lee et Gordon le matin. L'après-midi, je faisais beaucoup de sport et le soir, je récupérais mes enfants. Au début, pas trop de femmes de ménage parce que ça coûte très très cher et que voilà, on sait que donc tu faisais aussi le ménage. Voilà, on faisait aussi un peu le ménage, les machines, c'est pas grave. On redémarre en Israël, il faut pas avoir peur de redémarrer. D'accord. Donc on redémarre une vie et pendant ce temps ma femme passait ses équivalences d'avocate à pied levé. Donc voilà, dans la vie, il faut dans un vie de couple, il faut savoir. Tu dis très joliment que pour vivre en Israël, c'est une renaissance, n'est-ce pas? Il faut tout recommencer, il faut se réinventer. C'est ce que tu m'as dit en préparant l'émission. Alors ce qui est rigolo, c'est que décidément ta femme est très importante parce que quand il a fallu choisir un GAN pour ton fils, elle a voulu, alors que toi tu n'étais pas religieux, elle a voulu mettre ton fils dans un GAN dati, ça veut dire observant, on va dire, de notre tradition, un GAN religieux. Et toi, tu te demandais, mais tu n'en voyais pas l'utilité, on va dire ça comme ça. C'est quelque chose de fondamental dans l'Alia.
Et c'est quelque chose que malheureusement l'agence juive ne fait pas suffisamment parce qu'elle dit que ce n'est pas son rôle, donc je ne lui jette pas la pierre. Mais en tout cas, conserver notre identité juive est très important en Israël. Pas histoire de dire je suis religieux, c'est parce que tous ces endroits de synagogues, d'écoles, de restaurants, tout ça kasher dati fait que vous avez on a un lien, ça crée des liens avec les gens et ça aide à l'intégration. Le côté communautaire. Le côté communautaire. En France, c'est un gros mot. Communautaire, mais en Israël, c'est comme ça. Les gens votent même en communauté. Les Éthiopiens votent pour les Éthiopiens, les Russes pour les Russes. On ne défend son beefsteak que si déjà on sait se rassembler. Donc il faut, moi, j'ai pas peur de dire, il faut être communautaire. Oui, tu veux pas t'intégrer, tu veux pas parler l'hébreu. Tout le monde encore aujourd'hui décrit, il faut rentrer dans la société. Mais comment ça ? J'ai 30 ans, j'ai un passé de français, j'ai un présent de français, le français est ma langue maternelle. En plus, moi, je me suis investi dans mon pays. Mais comment on va arriver ici et on va rejeter notre culture française ? Mais c'est n'importe quoi. Nos enfants, très bien, seront israéliens. Nous, non. Nous devons rester français. Tu es déjà israélien, quand même. Bien sûr, je suis israélien, mais on te dit, oui, tu dois te faire des amis israéliens. Tu dois manger israélien. Tu dois écouter la télé. Il y en a pour tous les goûts. Chacun pense. Mais je dis pas que c'est faux. Je dis qu'en tout cas, quand on arrive, on a notre identité. On ne peut pas la mettre à la poubelle. Donc, de fait, moi, ma femme me la joue comme ça. Oui, parce que sinon, le samedi, il ira à des anniversaires de Shabbat. Je dis, ok, allez, vas-y, let's go. Allez, on met dans des écoles d'Ati. Pour moi, c'était la même chose. Une école, c'était une école. Il y avait pas tout le monde est juif en Israël. Tout le monde est juif, il y a pas de problème. Sauf qu'on comprend pas que l'israélien pas religieux et le tel-avivien encore pire, il est parfois même anti-religieux. Donc il désarçonne ce côté Torah qu'on peut avoir nous en France. Donc c'est très important ça et en fait mon amour pour la Torah et ma tchouva, elle est venue de mon fils. Il rentrait à la maison, il voulait faire la prière. Il avait 3 ans. Ouais, mais je suis venu pour lui. On vient pour nos enfants, on vient pour leur avenir. Donc c'est eux l'avenir du pays. Et il rentrait à la maison. Il rentrait à la maison et il me racontait ce qu'il avait fait à l'école et comment il apprenait l'hébreu et comment déjà il a appris l'hébreu en 1 mois. Ça m'a rendu fou. Donc déjà j'ai senti que j'apprenais de lui. C'est extraordinaire. En France, on est un pays d'adultes. Le fils est voilà, fais ça. On n'apprend pas de nos enfants. Ici, on apprend de nos enfants. Donc mon fils, je le regardais comme ça. Je lui dis, tu vas m'apprendre. Il voulait pas m'apprendre l'hébreu parce que voilà, non, toi tu connais pas. Mais il m'apprenait les prières à Shabbat. C'était extraordinaire. Et moi je me suis dit, à un moment donné, il faut que je choisisse mon camp, quoi. Je peux pas moi rester en dehors comme ça. Ne c'est pas pas faire logique. Shabbat, ne pas faire Shabbat, allumer la télé, alors que lui il me disait c'est pas bien papa. Bon, je lui dis je m'en fous, c'est pas bien, je fais ce que je veux, papa il fait ce qu'il veut, mais voilà, j'avais plus rien et puis au fur et à mesure comme ça, je me suis mis à aller à la synagogue et ça m'a. Tu as choisi ton camp. Voilà, j'ai choisi pas mon camp parce que une fois de plus c'est pas une question de camp contre l'autre, mais mon camp intérieur où j'étais anti ou contre ça et là je me suis dit vas-y, let's go, rentre dans la Torah et nage dedans et c'est quelque chose d'extraordinaire qui m'a ramené que des bonnes choses et qui m'a fait faire énormément de belles rencontres. Dis donc, elle doit être contente, Johanna. On espère. Alors, on va dire qu'au bout d'1 an, une fois que tu as fait tout ça, les étapes habituelles de l'Ulpan dont tu nous as parlé, tu t'es décidé à t'investir, à donner de ton temps pour la société israélienne et tu es rentré dans Qualitime. Voilà, je savais pas trop quoi faire de ma vie, je me tapais la tête contre les murs professionnellement, qu'est-ce qu'il faut faire, le commerce, pas le commerce. J'ai commencé à faire des CV. Les économies commencent à fondre. Non, mais c'est pas tant les économies, c'est qu'on a envie d'être quelqu'un, on a envie de faire quelque chose. Les copains, ils appellent de France. Alors tu fais quoi ? Tu fais le ménage ? Genre, t'étudies la Torah. J'ai dit, c'est pas ça la vie. C'est-à-dire qu'au-delà de l'argent, évidemment, parce que sans argent, on ne peut pas avancer, c'est une évidence, mais on a besoin d'un statut social. On a besoin que les gens vous identifient sur la carte. Qu'est-ce que tu fais ? Même si tu travailles gratuit, fais quelque chose. Et donc, je devenais fou. Et qu'est-ce que j'aime ? Qu'est-ce que je veux faire ? À quoi je sers ici ? Et jamais j'ai regretté cette partie. Je savais que ça allait être dur, mais ça a vraiment été dur. C'est pas évident. Vraiment. C'est une crise. Une crise existentielle. C'est une crise existentielle. Et puis moi, en plus, j'avais ma femme qui était dans son projet d'avocate et tout. Donc, elle, heureusement, mais il y a des écarts qui se créent, quoi. Voilà, c'est ça aussi. Décalé
aller par rapport à ce conjoint, voilà. On se sent inutile. Exactement. On ne se sent pas à sa place, voilà. On n'a plus de repères. Et on sait qu'aujourd'hui, même l'inverse existe. C'est-à-dire qu'il y a même des femmes, elles ne veulent pas être que mères au foyer et elles voient leur mari partir travailler du matin au soir, elles veulent servir à quelque chose. Et la vie coûte tellement cher que les deux dans le couple doivent travailler. Et veulent un statut social et veulent leur autonomie. Alors toi, tu choisis le bénévolat pour, voilà. Et ben moi, accrocher les wagons. Je me dis, écoute, j'ai fait beaucoup de sport, j'étais marathonien, donc j'ai découvert du pays, j'ai beaucoup voyagé, j'ai fait tous les marathons d'Israël. Voilà, ok, tout ça c'était top, mais ça m'aidait pas à construire le pays. Et comme c'est le sionisme qui m'a fait venir en Israël, j'ai rencontré Sarah Simcha, qui était une amie de Paris Dauphine, avec qui on a fait nos études. Et elle m'a dit, voilà, on lance Calitime, tac, est-ce que tu veux pas te lancer là-dedans? Et direct, j'ai dit oui, vas-y, il faut que je fasse quelque chose. Tu es rentré au sein de Calitime Tel Aviv. Voilà, je suis rentré au sein de Calitime Tel Aviv et j'ai eu d'autres bénévolats derrière qui se sont enchaînés comme ça m'a plu, j'ai eu l'impression de servir. Tu étais aussi au lobby francophone. Voilà, il y a eu aussi Guy Memoun qui m'a proposé de rentrer au lobby francophone à la Knesset. Donc, des comme ça, j'ai pu aller à la Knesset, j'ai pu assister à des réunions, j'ai pu voir des choses. Donc, comme ça, voilà, au moins, fil en aiguille, on sait pas où on va, mais on commence à connaître du monde, on commence à connaître des gens. Tu socialises. Voilà, on socialise. Puis, il y a cette histoire de Sarel. Je vais faire un volontariat dans une base pendant une semaine pendant l'été où je dors dans une base militaire. J'apprends que plus personne ne s'en occupe à Tel Aviv, donc je reprends Sarel. Je lance des gens à l'armée. Aujourd'hui même, j'ai un groupe qui part toute la semaine et la semaine prochaine, dans une base à Beersheva. Donc on commence le bénévolat, par le don de toi-même en fait, dans des associations importantes en Israël, eh bien tu trouves ta place petit à petit. Voilà. Et tu connais des gens, tu socialises et un amène l'autre. Alors est-ce que ça va t'amener vers le travail? Pas tout à fait. Ça va t'amener à t'engager encore plus, et là pour le coup en politique. Voilà, tout à fait. Alors par le travail, juste je fais un petit aparté. En fait, on a découvert que ma fille avait un retard de développement, ma fille Liora, et donc ça nous a beaucoup affecté, beaucoup touché. Et ma femme et en plus c'est arrivé en même temps de la naissance de mon 3e enfant, donc ma femme sur le bord de l'accouchement ou en plein accouchement, ça a été une période très très dure ce début d'année, et donc on a cherché plein de méthodes pour aider notre fille, et on est tombé sur le neurofeedback de chez Jenny Amselem à Natania, et donc on l'a amenée, et j'ai adoré la méthode, et j'ai tellement adoré la méthode que je l'ai apprise et que j'ai été faire la formation et que je suis devenu praticien en neurofeedback, et c'est un donc univers. C'est oublier l'immobilier pour l'instant. Voilà, non, c'est en parallèle. L'immobilier, c'est pas du tous les jours, mais en tout cas oublier le commerce. Et je suis rentré dans une voie beaucoup plus altruiste. Enfin, altruiste, c'est quand même un métier, mais en tout cas beaucoup plus basé sur des nouvelles technologies du cerveau, l'apprentissage du cerveau, l'hypnose et tout ça. Donc voilà, je me suis vraiment trouvé là-dedans, et c'est un métier extraordinaire, et ma fille va mieux grâce à Dieu. Voilà, pas que grâce à ça, mais en tout cas, ça a fait que moi aussi je me suis ressenti, je me suis retrouvé. D'accord. Alors tu as appris bien sûr cette méthode, et tu as continué à vouloir aider dans d'autres associations, notamment avec Aide Olim Tel Aviv. Voilà, Aide Olim Tel Aviv, qui émane de Julia Sidbon et Rina Lavi. En fait, Julia et Rina sont très proches du Rav Loubart, qui est aujourd'hui le candidat de Agudat Israël à Tel Aviv. Et en fait, donc, il est conseiller municipal depuis 20 ans, et sa vie, c'est le chesed, et il utilise son pouvoir politique pour aider les gens. Et c'est lui qui est, on va dire, qui aide beaucoup les habitants du sud de Tel Aviv, notamment les Haredim. Voilà, c'est un Haredi. Il est rentré à la mairie en même temps que Ron Huldaï il y a plus de 20 ans. Et en fait, il connaît bien Julia et Rina, et il leur a dit, allons-y, aidons les gens, aidons les francophones, comment est-ce qu'on peut les aider? Et voilà, moi j'ai plein de réseaux, je suis en rapport avec le Bitoar Leumi, je suis en rapport avec plein de ministres. Voilà, les Français, comment ils se débrouillent? Oui, les Français, ils ont un gros problème dans l'administratif, ils reçoivent leur courrier, ils savent pas comment faire, ils vont à l'hôpital, ils savent pas comment obtenir un rendez-vous plus vite. On a des problèmes du quotidien. Disons qu'ils ne connaissent pas exactement comment fonctionne la société israélienne. Ils ont besoin d'aide pour ça. Entre la culture israélienne et la langue, vous appelez au téléphone, on vous propose le russe, on vous propose toutes les langues sauf le français.
Ouais. Vous êtes paumés. Donc aujourd'hui, on a commencé à aider. On est à peu près à plus de 1000 personnes qu'on a aidées. Dans le cadre de Aide Olim Tel Aviv. Rina a même obtenu des arriérés de Bitoire Leumi, plus de 20 000 shekels que le Bitoire Leumi devait à une personne, parce qu'il y avait un truc dans le dossier qui allait pas et que on ne sait pas parfois. Et on sait que dans la vie, souvent les petits coups de pouce peuvent vous projeter et à l'inverse, si on reçoit pas une aide au moment venu, ça peut décourager, ça peut détruire et ça peut vous faire repartir. Et ça, c'est le drame de notre alia. C'est que nous, les Français, comme je disais au début de l'interview, on vient d'un pays magnifique. Et donc, on peut toujours hésiter. Ah, si ça me plaît pas, je rentre. Mais l'Éthiopien, il peut pas rentrer chez lui. Le Russe, il rentre pas chez lui. Même l'Américain qui est à 12h ou 14h, il repart. Nous, on a le choix, malheureusement. Je dis malheureusement parce qu'on devrait pas avoir ce choix. On devrait rester en Israël. Mais donc, on peut être vite découragé et vite rentrer dans notre pays. Alors, grâce à dans notre pays d'origine. À cette association et à ton engagement communautaire, on va dire ça comme ça, ton ancrage dans la communauté francophone à Tel Aviv, tu fais aujourd'hui partie d'une liste qui s'appelle Ma'aminim, la liste du Beit HaYehudi pour les élections de la Moatza. Tu es 4e sur la liste. Sympa. Tout à fait. En fait, cette liste est une liste religieuse et la seule liste religieuse, à part le chasse qui court tout seul, je préfère quand même préciser, mais c'est la seule liste qui est religieuse et qui veut défendre les valeurs de la Torah à Tel Aviv. Alors, on va pas tout raconter dans le cadre de cette émission parce que ce serait trop long. On en fera une prochaine pour parler un peu de ton engagement politique. Juste, qu'est-ce que tu penses que ça va t'apporter ? Qu'est-ce que toi tu souhaites apporter aux gens aussi ? Déjà, on va défendre l'intérêt des francophones en Israël. C'est extraordinaire qu'un parti comme le Beit HaYehudi et comme Agudat Israël aient ouvert une place, et ouvert leur réseau, et ouvert leurs moyens financiers pour s'ouvrir à un candidat francophone qui va porter la voix des francophones à la mairie. Il y a 5 ans, il y avait rien de tout ça. Aujourd'hui, je me réjouis de voir que dans toutes les villes, les francophones, pas toujours en ordre réunis, la plupart du temps même en ordre dispersé, ce qui pourrait nous coûter des places. Mais en tout cas, c'est comme ça. Peut-être que plus tard, on y réfléchira à 2 fois et on arrivera à mieux tous s'organiser. Mais en tout cas, c'est l'heure des francophones. L'heure est aux francophones. On prend conscience de ça et donc on avance. Et ça va apporter que on va pouvoir enfin défendre l'intérêt des francophones directement à la racine, parce que la politique, c'est ce qui prend les gens de haut. Les décisions viennent de la politique. Tout est politique. Alors justement, pour finir l'interview, parce qu'on a parlé un tout petit peu de ta famille qui est restée en France, qui n'était pas du tout d'accord avec tes choix de vie, où on en est ? Ça va mieux ? Eh ben depuis peu, ma famille a acheté un appartement à Tel Aviv et ils viennent tous de plus en plus, alors qu'ils venaient jamais, et ils ont découvert Israël et ma maman a découvert aussi la Torah, ce que ça voulait dire, parce que nous on ne savait pas. Ça c'est ce que peut faire un juif, c'est parce que c'est notre retour. La Teshuvah, ça veut dire le retour et ça veut dire la réponse. C'est inscrit au fond de nous. Israël et la Torah sont inscrits au fond de nous. Et donc ça a marché chez vous, apparemment. Ça a marché parce que la démarche est pure, la démarche est noble, et que j'aimais beaucoup cette formule où on disait que la Torah était le mode d'emploi de la vie. Il n'y a pas besoin d'aller chercher ailleurs, tout est écrit dedans. Okay. Si on la prend du bon angle et qu'on étudie avec des maîtres authentiques, il n'y a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Et notre bonheur est lié à ça, et vraiment j'encourage et j'espère pouvoir permettre l'alia de nombreux francophones qui s'interrogent. Aujourd'hui, il y a une force, il y a des gens qui se mettent en place, il y a énormément d'associations, dont Kalita bien évidemment, qui est un acteur majeur de ça, pour aider les francophones à venir, à s'installer et à ne pas être perdus et à s'insérer dans la société en Israël, parce que pour moi, la place de chaque juif est en Israël. Bon, ça fait seulement 2 ans qu'il est là. On a hâte de voir dans 2 ans encore où il sera. En tout cas, on te souhaite bonne chance pour tous tes choix politiques, et puis bravo pour ce parcours. Continue à être bénévole dans de nombreuses associations, et j'espère que le reste aussi, ton boulot, que tout se mettra en place comme tu le souhaites. À bientôt. Amen, merci. Ciao. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.